Comme il n'y a pas que des historiens dans la salle, je me permets de vous présenter très brièvement Michel Rios-Sarcey, donc professeur émérite d'histoire contemporaine, histoire du genre à l'Université de Paris 8, historienne du politique, du féminisme aussi, militante féministe. Donc, elle a notamment publié Histoire du féminisme, première édition en 2001, La démocratie à l'épreuve des femmes. Et elle a aussi beaucoup travaillé sur une notion qui est souvent l'objet de mésententes entre les historiens et les philosophes, qui est la notion d'utopie. Donc, elle a écrit un très beau livre, Le réel de l'utopie. Je cite aussi le dictionnaire des utopies. Et récemment, en 2016, elle a publié chez Créafis un recueil de textes qui, je pense, peut intéresser particulièrement les étudiants aux Beaux-Arts, qui s'intitule Le genre en question, pouvoir politique, écriture de l'histoire, donc publié chez Créafis. Et c'est cette même année, donc en 2016, elle a aussi publié un très beau livre qui a été très important aussi pour la réflexion que nous avons menée avec Vincent, qui s'appelle le procès de l'histoire. Donc une histoire souterraine du XIXe siècle, qui est aussi une histoire des expériences de la liberté, qui conteste donc l'idée de privilégier les événements advenus. Voilà, Michel Rios-Sarcey, merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Pas tout à fait le procès de l'histoire, mais tout simplement le procès de la liberté. Je n'en suis pas encore à faire le procès de l'histoire. Peut-être que ça viendra. Et en particulier, en essayant de dénouer les modes. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, comme les idéologies n'ont plus cours, et que les références manquent, dans la mesure où on assiste à une déliaison entre passé, présent et avenir, on a effectivement cette appellation avec laquelle je ne suis pas tout à fait d'accord de présentisme. Personne ne vit complètement au présent, ça c'est évident. Dans cette difficulté d'être dans un monde qui ne sait où il va, il est très difficile de se réapproprier le passé. Alors bien sûr, nous assistons à toute une série de tentatives pour réhabiliter des moments qui ont été gommés de l'histoire. Le temps des possibles est aujourd'hui presque un temps à la mode. La seule chose qu'il faut savoir, et que vous savez absolument tous et toutes, c'est que le passé ne se réécrit pas. Le passé est définitivement clos. Or, si aujourd'hui et hier, j'ai eu cette rencontre, parce que c'est une véritable rencontre, avec la pensée de Benjamin, c'est précisément dans cette interrogation fondamentale qu'il a reprise à plusieurs reprises et que d'autres comme Miguel Abassour a repris. Il s'interroge, et ils s'interrogent tous, comment est-on passé de manière très imperceptible de l'idée d'émancipation pour tous à la barbarie. Ce sont des phrases qui ont été prononcées en 1942 par Adorno et Horkheimer. Et donc, ce processus qui aboutit à la barbarie, qui ne s'arrête pas, hélas, au temps de la Shoah, interroge et bien sûr interroge les historiens. Il ne suffit pas de lire le passé dans une continuité ordinaire, parce que c'est la manière dont s'écrit l'histoire, encore faut-il chercher à comprendre comment en est-on arrivé là. Et cette linéarité de l'histoire dans son écriture nous oblige à bouleverser notre regard sur le passé, parce qu'effectivement, nous nous rendons compte que jusqu'alors, malgré les tentatives des historiens actuels,
malgré cette quête du possible, cette continuité perdure. Pourquoi perdure-t-elle? Parce qu'on ne s'est jamais interrogé sur la différence qui existe et qui est notable entre ceux qui font l'histoire et ceux qui l'écrivent. Longtemps, on a fait référence aux travaux de Rancière qui expliquaient Michelet a fait parler le peuple en le faisant taire, mais ce n'est pas simplement Michelet, c'est la totalité, ou presque, de ceux qui écrivent l'histoire à partir de sources qui sont construites au moment même de l'événement. Contrairement à ce qu'on imagine, les sources ne sont pas pures. Les sources ont été préalablement construites à l'issue d'un conflit, à l'issue d'enjeux, et c'est la raison pour laquelle, naturellement, l'histoire classique se fait en fonction des événements advenus. Or, je ne suis pas la seule et pas la première, Balzac, il y a bien longtemps, dans les Paysans, donc son dernier livre, écrivait cette chose inouïe, mais qui m'a longtemps marqué et qui m'a guidé autant que Benjamin. De son point de vue, il se pensait historien des mœurs. Il faut rendre, disait-il, tout probable, même le vrai. Alors que l'histoire classique justifie l'impossible sous prétexte qu'il est advenu. Toute la question est là. Si nous voulons rompre avec cette linéarité qui confond écriture de l'histoire et mouvement de l'histoire, qui confond sens de l'histoire et mouvement de l'histoire, il faut respecter, je dis bien respecter, bien entendre ce qu'a dit Benjamin, pas simplement dans les thèses, c'est-à-dire son œuvre finale, mais pendant tout le temps de sa réflexion, puisqu'il est né dans une période de bouleversement particulièrement important, et il est parti en quête des raisons de la catastrophe qui menaçait les contemporains. Il faut donc, disait-il, pour comprendre réellement ce qui se passe maintenant, essayer de reconstituer le lien entre l'autrefois et le maintenant. Et pour ce faire, il faut exploser les continuités afin de restituer, si possible, l'authenticité d'un moment historique. Et l'authenticité d'un moment historique est en quelque sorte le suspens de la continuité historique. C'est pourquoi lorsque j'ai lu et relu à plusieurs reprises les thèses, Benjamin est, de mon point de vue, l'auteur le plus difficile qu'il soit, et jamais il n'est accessible dans l'immédiateté. Toujours, il faut repenser avec lui, avec son expérience de pensée. J'ai sélectionné pour vous la thèse 5 des thèses sur l'histoire, sur le concept d'histoire. Ce n'est pas les thèses sur l'histoire, c'est bien les thèses sur le concept d'histoire. Quand on sait par ailleurs que dans le drame baroque, Benjamin a su distinguer le concept de l'idée. Voilà ce qu'il écrit dans la thèse 5. L'image authentique du passé n'apparaît que dans un éclair, image qui ne surgit que pour s'éclipser à jamais, dès l'instant suivant. La vérité immobile, qui ne fait qu'attendre le chercheur, ne correspond nullement à ce concept de la vérité en matière d'histoire. Il s'appuie plutôt sur le vers de Dante, qui dit « C'est une image unique, irremplaçable du passé qui s'évanouit avec chaque présent qui n'a pas su se reconnaître visé par elle. » Impossible de saisir le passé si le présent
ne s'en saisit pas. Raison pour laquelle beaucoup d'historiens ont tendance à privilégier les temps anciens en négligeant le présent. Or, il est impossible de croire, comme par exemple on peut le faire avec l'histoire contrefactuelle, de faire comme si l'événement s'était passé autrement, comme si le devenir de l'événement pouvait être autre. L'histoire est définitivement morte. Ce qu'il subsiste, c'est tout à fait autre chose. On ne pourra jamais restituer le passé, le statut de sujet, à ceux à qui a été dénié ce statut. Sauf que, si l'événement ou le possible ou l'utopie n'est pas advenu, si toutes les expériences dont on parle aujourd'hui en se référant au passé, la commune, l'association, le collectif, la souveraineté, tous ces éléments qui renaissent aujourd'hui, ils ne sont pas dépassés. Ils sont restés en suspens, et j'ai appelé dans mon livre Le procès de la liberté, ils sont restés dans la mémoire souterraine des individus qui, précisément, ont vu effacer la totalité de leurs expériences pour être, en quelque sorte, couverts par des avant-gardes de tous ordres qui, pendant tout le XIXe siècle, ont substitué l'idéologie aux utopies. Pourquoi les utopies? Pourquoi l'idéologie? Précisément parce que ces moments singuliers, qu'on appelle en général la modernité, dans ces moments singuliers où, à une époque, à l'origine d'une époque moderne, il était possible d'imaginer l'émancipation pour tous et pour toutes. Il était possible de croire, la grande majorité d'ailleurs de la population a cru, après le siècle des Lumières et après les différentes révolutions, d'abord anglaises, américaines et françaises, qu'il était possible d'accéder à la liberté. Et donc, ils ont, avec les théories utopiques, à leur manière, dressé en quelque sorte leur propre théorie. Ils ont fait émerger une orientation théorique avec laquelle ils se sont battus et ils ont cru accéder à la liberté. On a appelé ça les utopies. Et on a rendu ces utopies responsables de toutes les révolutions du XIXe siècle. Ensuite, lorsque le dit mouvement ouvrier a commencé à s'organiser à travers ses avant-gardes, toutes les expériences antérieures où les individus n'avaient pas d'autre choix, s'auto-organisaient, ont été considérées comme nulles et non avenues, comme anticipant sur un devenir et comme illusoires pour tous ceux qui étaient critiques à l'égard de toute démonstration révolutionnaire. Et donc ce processus-là nous a montré que on avait gommé, on avait écarté, on avait évincé toutes ces expériences qui, presque de manière identique, renaissent aujourd'hui. Comme si ce passé oublié ressurgissait d'un passé presque inconnu, mais porté par des acteurs, et j'ose le dire pour la première fois, sans aucun doute, des sujets qui pourraient enfin devenir sujets de leur propre histoire. Nous avons été quelques-uns à tenter d'écrire l'histoire des révolutions et jamais nous n'avons pu recueillir la parole de ceux qui faisaient l'histoire. Ils étaient toujours parlés par d'autres. Aujourd'hui, nous sommes dans une véritable rupture et les temps changent. C'est la raison pour laquelle la pensée de Benjamin est d'une efficacité redoutable. Mais encore faut-il, bien sûr, ne pas se tromper. Je disais en aparté à Vanessa tout à l'heure, il y a quelque chose qui est un petit peu difficile dans la mesure où
En cinéma, vous êtes tous plus ou moins godardiens. La philosophie est très influencée par Foucault, les historiens encore plus. Et comme Foucault a mis en cause l'idée même d'origine, j'aimerais revenir au drame baroque de Benjamin et vous donner la définition qu'en donne Benjamin de l'origine. Chaque fois que l'origine se manifeste, on voit se définir la figure dans laquelle une idée ne cesse de se confronter au monde historique jusqu'à ce qu'elle se trouve achevée dans la totalité de son histoire. L'idée perdure. Si le concept, dit Benjamin dans le drame baroque, si le concept rassemble et quelquefois réduit considérablement l'historicité d'une idée en action, l'idée à l'inverse perdure. Et ce sont les mêmes idées que l'on a vues dans les rues, avenue Bourguiba par exemple, en 2011. La liberté, ça n'est pas simplement un slogan qui revient de manière inlassable. L'histoire, il n'y a pas d'imitation, il n'y a pas de reproduction, en bien ou en mal, en bien ou en caricature. Non, l'histoire ne se reproduit pas. Ce sont les idées qui renaissent, idées inachevées, et qui courent partout dans les rues. En 2011, on a retrouvé exactement les mêmes slogans qu'en 1848, au moment du printemps des peuples. À un moment, j'ai considéré que ce qu'on disait le printemps arabe était quelque chose qui était un petit peu télécommandé par les médias, mais effectivement, avec un historien tunisien, nous avons regardé précisément les slogans dans l'avenue Bourguiba et on s'est rendu compte que effectivement c'était quelque chose qui renaissait, certes porté par des acteurs différents, certes ces acteurs n'avaient aucune idée de ce qui s'était passé en 1848, mais comme si le processus d'un possible non advenu revenait et cette actualité du passé parlait considérablement au présent. On constate exactement les mêmes phénomènes, par exemple, ces quelques derniers mois en Algérie, au moment du Irak. J'y suis allée pour constater vraiment ce que je pensais comme ça théoriquement, et c'était absolument surprenant de voir comment les slogans de 62 qui avaient été en fait évincés revenaient dans la parole de la jeunesse avec une force et une actualité et une modernité étonnante. Là ne s'arrête pas encore le sens donné par Benjamin de l'origine. Et l'origine, bien qu'étant une catégorie tout à fait historique, n'a pourtant rien à voir avec la genèse des choses. L'origine ne désigne pas le devenir de ce qui est né, mais bien ce qui est en train de naître dans le devenir et le déclin. L'origine est un tourbillon dans le fleuve du devenir et elle entraîne dans son rythme la matière de ce qui est en train d'apparaître. Elle demande à être reconnue d'une part comme une restauration, une restitution, d'autre part comme quelque chose qui est par là même inachevé, toujours ouvert. Et donc ce processus inachevé, toujours ouvert, cette idée qui précisément ressurgit, renaît, mais pas au sens renaissance, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'actualité présente. Si nous ne sommes pas en capacité, nous historiens, si nous ne sommes pas en capacité de ressaisir dans le présent cette histoire occultée, eh bien cette histoire passée sera définitivement perdue pour l'avenir. La responsabilité est d'autant plus grande que ce qui se passe aujourd'hui en Occident, et pas simplement en Occident, on a vu que pendant ces derniers mois, juste avant la pandémie, un peu partout, vous aviez des manifestations du Chili à Hong Kong, de Hong Kong en passant par le Liban. Vous aviez cette résurrection, en quelque sorte, d'un esprit libre qui avait été complètement effacé du temps historique. Mais si on veut saisir ce processus discontinu, il faut incontestablement rompre avec la continuité
et, comme le dit Benjamin, faire exploser la continuité. Alors, on le sait bien aujourd'hui, toutes les critiques qui sont formulées à l'égard du progrès. Ce qui est étonnant, c'est qu'on redécouvre l'obsolescence de l'homme de Gunther Anders, alors que celui-ci a écrit ses travaux dans les années 50, et on voit toute la pertinence de son propos. Eh bien, Gunther Anders, même s'il n'avait pas tout à fait la même analyse que Benjamin, parce que il ne pensait pas en termes d'histoire, je crois qu'il a dit un certain nombre de choses sur le progrès qui, aujourd'hui seulement, sont d'une actualité étonnante. Alors, vous avez tous et toutes en tête, la thèse sur le progrès de Benjamin. Permettez quand même qu'on la relise ensemble. C'est la thèse 9. Alors, j'aurais bien voulu, mais comme il faut beaucoup d'imagination pour bien saisir ce qu'a voulu dire Benjamin, simplement avec l'ange de l'histoire de Clé, ça donne quand même à penser aujourd'hui. Il y a un tableau de Clé dénommé Angelus Novus. On y voit un ange qui a l'air de s'éloigner de quelque chose, à quoi son regard semble rester rivé. Ses yeux sont écarquillés, sa bouche est ouverte et ses ailes sont déployées. Tel devra être l'aspect que présente l'ange de l'histoire. Son regard est tourné vers le passé, là où, à notre regard à nous, semble s'échelonner une suite d'événements. Il n'y en a qu'un seul qui s'offre à ses regards à lui. Une catastrophe sans modulation ni trêve, amoncelant les décombres et les projetant éternellement devant ses pieds. L'ange voudrait bien se pencher sur ce désastre, panser les blessures et ressusciter les morts. Mais une tempête s'est levée venant du paradis. Elle a gonflé les ailes déployées de l'ange et il n'arrive plus à les replier. Cette tempête l'emporte vers l'avenir auquel l'ange ne cesse de tourner le dos, tandis que les décombres en face de lui montent au ciel. Nous donnons nom de progrès à cette tempête. Cette thèse de Benjamin nous parle extraordinairement aujourd'hui. Or, ce processus qui a conduit la substitution de la force des choses au bonheur humain, eh bien, c'est la tâche de l'historien de rendre compte des raisons pour lesquelles le progrès, ça a d'abord été un progrès technique et non le progrès de l'esprit humain. Or, dès la Révolution, quelqu'un comme Condorcet, qui était par ailleurs notable sous l'Ancien Régime, si je puis dire, a été bouleversé par la Révolution. Et il a écrit avant de se suicider, on n'est pas certain s'il s'est vraiment suicidé, en tout cas il est mort, il a écrit cet hymne extraordinaire, cette esquisse en faveur de l'esprit humain, du progrès de l'esprit humain. Et lorsqu'on lit ce merveilleux poème, parce que c'est un véritable poème, on est saisi d'impuissance parce qu'on ne comprend absolument pas comment a-t-on pu imaginer possible le bonheur de tous et comment ce progrès est devenu précisément le moyen d'assujettir les individus aux choses et à la marchandise. Qui d'autre que l'historien pour comprendre et saisir ce processus qui aboutit à cette catastrophe, à condition bien sûr de revoir entièrement le mode d'écriture de l'histoire, comprendre comment la liberté s'est transformée très vite en liberté d'exploiter ou en servitude volontaire. Le libéralisme, puis le néolibéralisme, a tout simplement été construit pour faire en sorte que les individus librement se soumettent. Et ce processus-là, c'est pas simplement une écriture de remise en cause,
c'est simplement de faire un parallèle entre le possible non advenu, auquel les 3/4 des individus à cette époque-là croyaient, et voir comment la seule révolution qui ait triomphé, la révolution industrielle, a permis de renverser radicalement un mode d'intervention humaine au point d'exploiter la totalité de l'humanité. Or, les utopistes, ceux qui ont inspiré les premières associations, ces utopistes avaient conscience, Fourier en premier lieu avait conscience, que si on commençait à exploiter la nature, c'était, disait-il, l'avant-courrière de l'exploitation de l'homme par l'homme. Aucun des contemporains occidentaux dans les années 1820 n'imaginait possible, excepté peut-être une fraction extrêmement importante et très mobilisée en Angleterre, qui subissait déjà l'exploitation de l'homme par l'homme, pouvait imaginer le devenir de l'humanité à travers la révolution industrielle qui assujettirait les individus aux machines. Et toutes les idéologies qui se sont construites ensuite ont repris en quelque sorte les points de vue de ceux qui étaient l'avant-courrière du libéralisme, c'est-à-dire ont repris la nécessité de la force des choses. Et ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, avec toutes les tensions à propos de la 5G, c'est du même ordre. C'est la raison pour laquelle, et je terminerai là parce que j'aimerais mieux qu'on dialogue, la raison pour laquelle il est très, très, très important aujourd'hui de comprendre ce qui se passe autour de nous, non pas à travers un présentisme impuissant, mais à travers, au contraire, toute une expérience active de collectifs qui se mettent en œuvre, en chemin, partout dans le monde. Et ce n'est pas simplement le Chiapas en Amérique latine, il y a beaucoup d'expériences en Amérique latine qui tentent justement de tracer dans le présent ce processus d'un devenir possible, qu'il est nécessaire de réhabiliter cette utopie malmenée, bien comprise par Marx pourtant, lorsqu'il écrit son adresse inaugurale à la première internationale, mais qui ensuite a été oubliée par Engels, cette utopie qui a permis d'imaginer justement cette auto-organisation. Et c'est la raison pour laquelle j'ai donné dans le livre que j'avais écrit, Le réel de l'utopie, mais je l'ai précisé depuis dans le procès de la liberté, qu'est-ce que l'utopie aujourd'hui ? Un grand linguiste pour qui j'avais beaucoup d'admiration, Henri Méchonic, a expliqué pendant un certain temps dans ses travaux cette chose qui semble parfaitement presque évidente aujourd'hui, l'utopie est inconciliable avec l'ordre existant. Et ces expériences utopiques collectives, ces collectifs de citoyens qui essayent d'anticiper sur le devenir, j'ai appelé ça le réel de l'utopie, que je ne confonds pas avec les utopies concrètes bien connues aux États-Unis, parce que c'est quelque chose qui est de l'ordre du possible, de l'expérience, de la lutte continue et du devenir, un peu la même définition que pouvait donner Benjamin sur l'origine. Voilà ce que je vous propose. Le réel de l'utopie, c'est une brèche, j'emprunte cette expression à Michel Avinsour, une brèche expérimentale, collective, inspirée ou non des théories critiques, édifiée par des hommes et des femmes en rupture avec la société d'ordre et qui, suivant leur vision concrète d'une démocratie, imaginent un autre monde possible. Et ce qui aujourd'hui est à l'œuvre, celui qui est à l'origine du mot libertaire, expliquait qu'il s'agissait à cette époque-là, nous étions dans les années 1860, de mettre en œuvre le livre en acte. C'est bien un livre en acte qui est aujourd'hui en cours d'expérience, et c'est bien cette expérience qui est considérée comme dangereuse. C'est la raison pour laquelle
il faut être extrêmement attentif à ce qui se passe, à condition, bien entendu, de penser la chose dans cette reliaison fondamentale entre passé, présent et avenir. La déliaison est tout simplement l'œuvre de ceux qui considèrent qu'il n'y a pas d'autre avenir possible que celui tracé par ceux qui, antérieurement, ont construit le sens de l'histoire. La meilleure réaction, plutôt que la résilience, c'est de travailler précisément à cette reliaison en essayant de conquérir, de reconquérir la connaissance du passé sans illusion, parce que le passé ne se reconstruit pas, mais simplement repérer dans cette image authentique ce qui s'est passé, qui a été oublié, qui ressurgit aujourd'hui, ailleurs, mais sûrement. Raison pour laquelle je pense que les travaux de Benjamin sont absolument irremplaçables, parce que le premier, il a imaginé possible cette déconstruction, cette explosion des continuités. Donc, s'il y a des gens dans la salle qui veulent poser des questions, je peux faire circuler le micro. C'est juste pour répondre à tout ce que vous venez de dire. Je pensais que c'était le moment de rappeler cette assertion que Marx avait faite, comme quoi les révolutions auraient été les locomotives de l'histoire, auquel Benjamin a répondu en disant que non, les révolutions c'était plutôt le frein. Vous voulez continuer? À vous de continuer. Oui, c'est effectivement le suspens, c'est le frein. C'est-à-dire qu'il faut être capable justement de tirer la sonnette d'alarme. Et je pense que là-dessus, être historien, tous ceux et celles qui ont conscience. C'est pour ça que moi, j'avoue que j'ai été très sensible à cette thèse 2. C'est donc à nous de nous rendre compte que le passé réclame une rédemption, dont peut-être une toute infime partie se trouve placée en notre pouvoir. Il y a effectivement un rendez-vous mystérieux entre les générations défuntes et celles dont nous faisons partie nous-mêmes, car il nous est dévolu, à nous, comme à chaque équipe humaine qui nous précéda, une parcelle de pouvoir messianique. Le passé le réclame, a droit sur elle, pas moyen d'éluder sa sommation. L'histoire, disait-il, matérialiste, en soi, en sait quelque chose. C'est-à-dire que l'idée de rédemption, alors on a mal compris en général ce qu'il voulait dire par rapport à ça, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre du séculier. C'est exactement ce que disaient les 48 arts. J'ai retrouvé à peu près la même idée chez Pauline Roland, en particulier, en 1848, qui considérait que c'était l'heure de la rédemption du peuple. Une heure qui, pour elle, était vraiment, qui avait vraiment sonné. Et j'avais pas retrouvé la citation, ce frein qu'il faut absolument tirer. Un certain nombre l'ont tiré. Il se trouve qu'une de celles qui a été à l'origine de l'association des associations en 1848, qui s'était présentée aux élections de 1849, qui s'appelle Jeanne de Rouen, dont on a oublié le nom à plusieurs reprises, qui est pourtant une grande dame, qui a été évacuée de l'histoire. Proudhon l'a sommée de se taire, en quelque sorte, et a sommé les socialistes de ne pas répondre à sa demande, sinon le socialisme s'en trouverait déconsidéré. Elle a tiré le frein et la sonnette d'alarme. Elle a expliqué, disait-elle, elle n'avait pas lu Marx, le manifeste était tout juste sorti qu'elle n'avait pas lu, et bien entendu le Capital n'était pas écrit. Nous n'avons pas besoin de représentants. Il nous suffit de nous concerter, puisque nous luttons tous et toutes, disait-elle, contre le même ennemi, le capital. Une femme d'une 40aine d'années, sans nom, qui participe, qui a fait l'histoire, n'est jamais, en fait, n'a jamais été partie prenante d'une écriture
de l'histoire qui fait sens. Parce que le sens qu'elle donnait à son mouvement, c'était précisément le moment authentique, c'est-à-dire cette authenticité, ce suspens du temps historique que l'on retrouve aujourd'hui par-delà les continuités. Et c'est extraordinaire de penser que peut-être cette femme va avoir dans l'actualité son heure de, non pas de gloire, son heure d'histoire qui lui a été confisquée. Raison pour laquelle, jamais, bien entendu, je ne proposerai Jeanne de Rouen d'entrer les cendres de Jeanne de Rouen au temple des grands hommes. Ce serait une erreur absolument considérable. Bonjour, Frédéric Lagny, merci pour cette brillante intervention, merci à Vanessa et à toute l'équipe des Beaux-Arts pour ce colloque et effectivement les questions que cela soulève et qui nous semblent à tous évidemment aujourd'hui énormes, monstrueuses. Et moi j'avais envie, puisque vous avez fait référence à 1848, à la Révolution et donc à ces énonciations, je pense notamment aux expériences du marronnage en Haïti en 1804, qui étaient aussi, qui me semblent correspondre aux mêmes définitions. Et aussi par là rappeler qu'avant l'exploitation des masses en Europe dans les industries et dans la révolution industrielle, il y a eu une exploitation des corps et des matériaux ou des cotons, indigo, guta, etc., qui ont permis effectivement à la révolution industrielle donc d'advenir. Voilà, c'était un petit peu là-dessus, parce qu'on n'a pas du tout parlé aussi de cet aspect, mais vous avez néanmoins évoqué le Irak, l'Algérie, vous avez fait des ponts avec les moments, je veux dire, contemporains, en fait, de ces révolutions. Et donc, simplement, voilà, d'inscrire peut-être aussi oui, dans j'aurais dû faire allusion en particulier à James, qui est quelqu'un qu'on a méconnu, qui a rappelé tout ça, et qui est justement cette révolution haïtienne en d'autres. Donc voilà, il me semblait que ça fait sens aujourd'hui, avec sur tout ce qui se passe aux États-Unis, sur tout ce qui se passe aux États-Unis, et aussi, je veux dire, les accusations de séparatisme aussi, alors que des séparatismes ont été effectivement mis en place, à tout le moins depuis fort longtemps, et que effectivement c'est ce renversement-là qu'il va falloir qu'on attaque aujourd'hui. Qui nous importe de rétablir dans le bon sens, si je puis dire. Et là, vous avez complètement raison. Oui, merci beaucoup pour votre exposé, c'est évidemment passionnant. J'ai une question presque un peu technique, parce qu'au fond, j'ai eu le sentiment que vous récusiez le terme, au fond, de l'intitulé un peu du colloque, c'est-à-dire l'histoire des possibles. Et donc, je voulais un petit peu, en insistant sur le fait que de toute façon, l'histoire est déjà écrite. Mais, alors, c'est là où peut-être, soit j'ai mal compris votre terme, soit j'ai des doutes, soit il y a des choses qui ne sont pas claires, mais au fond, on ne cesse de la réécrire. Évidemment que le temps soit passé, c'est... Je prends juste un exemple. Récemment, il y a beaucoup de chercheurs qui se sont intéressés à la façon dont la condition prolétaire de l'animal. Donc, comment on peut interpréter, par exemple, tous les animaux qui se sont révoltés contre le dompteur, ceux qui échappent, les cochons qui sautent du camion en allant à l'abattoir, tout ça comme des gestes de résistance politique de l'animal qui veut fuir son aliénation et son dressage. À partir de ce moment-là où on a cette conscience, qui est évidemment aussi liée à la situation contemporaine, on réécrit des chapitres entiers, parce que tout à coup, on interprète différemment, puis on va chercher des documents là où on n'était jamais allé les consulter, on les lit différemment. Et donc, on interprète ces mouvements, ces gestes, comme quelque chose qui est de l'ordre du possible, précisément, puisqu'on leur confère un sens. Alors, je voulais savoir ce que vous récusiez un petit peu, si j'ai bien compris, à travers l'idée de possible. Oui, j'ai été très rapide. Merci, parce que je voulais repréciser ça. Effectivement, l'histoire des possibles est toujours en devenir. Donc, ne confondons pas, et peut-être que dans mon énonciation, j'ai fait une confusion ou un raccourci trop rapide.
le passé est définitivement mort. Son écriture est constamment en révision. C'est-à-dire que il ne faut pas faire la confusion entre le passé et l'écriture de l'histoire. Son écriture est effectivement en devenir. J'insiste simplement sur cette chose qui me semble à la mode d'une certaine manière, c'est que on imagine, même Boucheron d'une certaine manière, on imagine qu'on peut saisir un moment historique détaché du présent. L'exigence de Benjamin, et qui en fait, je disais c'est une rencontre parce que moi j'ai toujours eu cette perception, la thèse ma thèse c'est la démocratie à l'épreuve des femmes, j'ai essayé tout simplement d'inverser le regard sur la démocratie, non pas la démocratie classique qu'on voit, c'est-à-dire la démocratie dite représentative, mais vue du côté de celles qui étaient exclues. Et donc ça donne un regard complètement différent. Il n'empêche, c'est contre ça que je m'insurge, que ce qu'elles ont fait à cette époque-là, en 1848, en 1830, en 71 et bien d'autres et ailleurs, en Allemagne par exemple, en 1948, il y a eu des moments extraordinairement utopiques. Il n'empêche que ce qu'elles ont fait a été dénié, on les a déniés en tant que sujet de leur propre histoire, on ne peut pas les faire advenir à nouveau comme sujet. C'est ça qui est impossible. La seule chose, et c'est ça qui est exigeant, beaucoup plus difficile, parce qu'on doit être extrêmement attentif au présent, c'est que ce qu'elles ont dit, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont mis en œuvre, leur expérience est restée dans la souterrain des mémoires et ressurgie et repris par d'autres. Et ce devenir du possible, là, oui, l'histoire des possibles, ce devenir du possible, on doit y être attentif, c'est-à-dire avec les moyens qui sont les nôtres. C'est impossible de reconstituer la totalité du passé. Impossible. Ce sont des moments. Et ces moments, il ne faut absolument pas les perdre. Parce que le moment passé sera définitivement perdu s'il n'est pas récupéré dans le présent. C'est pour ça que ce que dit Hartog sur le présentisme, ça m'agace un peu. C'est un peu comme Furet qui dit, après la chute du mur de Berlin, nous sommes condamnés à vivre dans ce monde. Mais bien sûr que non. Personne ne vit au présent. Personne. Il y a obligatoirement le souvenir d'hier et il y a la projection vers le demain. Et ce lien qui est de l'ordre de l'évidence, de la contingence même, il faut lui redonner son sens historique dans cette reliaison entre passé, présent et avenir. Lui donner, en quelque sorte, cette force extraordinaire qui est une force profondément subversive. Et c'est dans ce sens que les possibles sont et peuvent advenir, dans cette conscience continue. C'est simplement le passé, on ne peut pas le refaire, quoi. Mais on peut réécrire l'histoire. C'est même une nécessité. Est-ce que vous pourriez préciser ce qui distingue votre approche du possible en histoire de celle, par exemple, des histoires contrefactuelles ? On va continuer à débattre avec Quentin Deluermos, parce que c'est avec lui que je suis en contact, et même avec Hervé Mazurel, qu'on aurait dû avoir aussi aujourd'hui, cette génération qui m'a succédé. On a vraiment des points communs, excepté l'histoire contrefactuelle, parce que il a fait une expérience, Quentin, par exemple, qui est extrêmement intéressante, avec un public non averti, et il pose la question, et si, par exemple, la commune avait vaincu, en quelque sorte. Alors, c'est vrai que le processus de projection vers ce possible est extrêmement intéressant, parce qu'on voit des acteurs qui non seulement ont été oubliés, mais on les voit agir, en quelque sorte, par-delà ce qui est connu et par-delà ce qui a été écrit. C'est possible, si je puis dire, mais ça ne suffit pas. C'est très largement insuffisant. Parce que
il n'y a pas ce rapport de l'actualité du présent, c'est-à-dire la façon dont le présent, envers et contre toute prévision, toute invention pour réduire la liberté de tous et de chacun, ce présent s'empare, qu'on le veuille ou non. Quand les Gilets jaunes ont commencé en décembre 2018, immédiatement avec mon collègue, on s'est dit, là, on est à... ça y est, quoi. On a tellement sillonné toutes les archives possibles, imaginables pour 48, on ne voyait pas la parole de ceux qui faisaient l'histoire. Là, on la voyait, en vrai, en réel. Et du même coup, on s'est dit, voilà, il faudrait pouvoir suivre un certain nombre de collectifs. Et moi, c'est ce que j'ai fait, notamment Commercy et Saint-Nazaire, et puis d'autres, Montpellier et autres, qui se sont constitués comme tels, et pour leur essayer de comprendre d'abord ce qui se passait, qu'est-ce qu'ils entendaient par le refus de la représentation, qu'est-ce qu'ils entendaient par cette volonté, mais presque quelquefois caricaturale comme Nuit debout, de mettre en œuvre une véritable démocratie. Il faut assister quelquefois à leurs réunions pour comprendre cet attachement à la parole de tous et chacune, même celles et ceux qui ont du mal à s'exprimer. C'est une attention de tous les jours permanente. Ils ont réinventé la démocratie. Et comme le dit Benjamin, ils sont en train de réinventer la tradition, mais dans des termes complètement différents. Alors, on peut parfaitement, bien sûr, ça va être peut-être perdu par l'histoire, à condition que cette expérience, qui est une expérience de possible, que moi je perçois comme une résurgence d'un passé oublié, il est très important de faire cette reliaison entre passé, présent et avenir. Et ça, c'est pas toujours facile, parce que l'historien n'a pas l'habitude d'être partie prenante de son actualité. Et cette attention à l'actualité devient de plus en plus nécessaire. Il ne faut plus se contenter de cette vision de l'authenticité d'un suspens de l'histoire, un petit peu comme il faut trouver, si vous voulez, ce moment dans la reproductibilité de l'œuvre d'art, je ne sais pas si vous avez en tête, cette unicité, cette perle extraordinaire qui permet justement de saisir la créativité, la modernité créatrice qui ne se reproduit pas. Eh bien, c'est une chose, mais ça ne suffit pas. Pour l'historien, il faut qu'il y ait ce rebond, ce saut du tigre dont on parlait tout à l'heure à table, il faut qu'il y ait ce rebond pour que le lien se fasse. Et donc, c'est ça l'image dialectique. Hein. C'est pas... Il faut qu'il y ait cette perception pour saisir le lien entre l'autrefois et maintenant. Et cette reliaison, d'un certain point de vue, il n'y a que l'historien qui est capable de le faire. Si le sociologue, lui, en fait, photographie le présent, l'anthropologue va chercher, d'une certaine manière, les structures, le philosophe fait de la méta-théorie, d'une certaine manière. Et donc, cette historicité en devenir, c'est un petit peu le sens de l'origine donnée par Benjamin. C'est quelque chose qui est extrêmement exigeant, et je crois que ça, on est peut-être un certain nombre, mais je crois qu'il va y avoir de plus en plus de monde qui réfléchissent dans ce sens-là, me semble-t-il, parce que c'est une obligation dans la mesure où s'il n'y a pas cette réflexion à distance, on va à la catastrophe réelle, que ce soit écologique ou sociale. Moi, j'aurais une question un peu toute bête, qui est un peu circonstanciée, mais parce que moi je suis philosophe, mais j'ai des amis bourdieusiens, et aujourd'hui, il y a un grand débat chez les bourdieusiens entre ceux qui soutiennent que l'histoire des idées se fait toujours selon le contexte, et qu'il n'y a pas de transmigration d'idées, que c'est toujours autre chose, et d'autres qui disent que non, l'idée, elle voyage au-delà des contextes. Et si je vous entends bien, vous dites que
dans votre travail d'historien. Le contexte, on peut pas, il est clos le contexte, mais ce qui voyage, c'est les idées. Donc, quel est votre rapport avec, bon, parce que maintenant c'est une discipline, cette histoire des idées, où sociologues, historiens, même philosophes se battent sur de quoi on parle quand on parle d'une idée. Ouais. Et c'est quoi justement ce rapport entre l'idée et le contexte, qui est une question très, je crois, très difficile à trancher. Il y a une double question dans la vôtre, et l'idée et le contexte. Alors moi, je me suis toujours opposée à l'idée même de contexte en tant qu'historienne, parce que on extrait d'un moment une action, un événement, on l'extrait de l'entour. C'est une construction. C'est un tout. Cette authenticité qui est la préoccupation d'un certain nombre d'entre nous. Donc ce tout, il faut l'avoir en tête. Moi, par rapport à ça, c'est l'historicité. C'est-à-dire qu'il faut saisir l'historicité. Qu'est-ce que ça veut dire l'historicité? C'est le moment donné par les sujets en mouvement, et c'est le sens donné par ces mêmes sujets. Cette historicité, elle évolue constamment, en fonction, non pas du contexte, mais en fonction du mouvement de l'histoire. Donc, saisir l'historicité. Et saisir l'historicité d'une double manière. C'est pas simplement l'idée, c'est la raison pour laquelle, comme le disait Vanessa tout à l'heure, il y a eu des malentendus sur l'utopie, parce que Rancière, par exemple, a tendance à focaliser sa réflexion sur l'utopie, sur les doctrines. Or, on voit dans l'histoire que les doctrines sont appropriées, accaparées par ceux qui font l'histoire. Ils en font un petit tas, en quelque sorte, ils prennent ce qui les intéresse, et ils font l'histoire avec ça, c'est-à-dire qu'ils se font leur propre théorie. Et du même coup, ceux qui viennent après peuvent parfaitement, et là, de ce point de vue-là, j'ai rien inventé, Hegel et Marx après, donc, c'est à partir d'une expérience qu'on tente de théoriser quelque chose, et pas l'inverse. En général, ceux qui font l'histoire des idées ont tendance à magnifier les idées au détriment de l'expérience. Il n'y a pas d'histoire possible sans l'expérience, il n'y en a pas. Et l'idée doit être confrontée dans l'historicité à cette expérience qui constamment donne un sens différent. Par exemple, quand on parle de démocratie, c'est un mot qui revient régulièrement, si vous prenez les théories sur la démocratie, de Rousseau en passant par X ou Y, ou tout simplement ceux qui ont voulu confondre et qui ont parfaitement réussi, démocratie représentative et démocratie, donc il y a tout un processus qu'il faut saisir dans les idées multiples. Mais ça n'a pas de sens du point de vue historique si ce n'est pas confronté avec l'usage que l'on en fait, avec la réflexion de tous ceux qui vont écarter précisément tous ceux qui ne sont pas libres au même titre que ceux qui sont en capacité de gérer la chose commune. Et du même coup, on manque quelque chose. Ne jamais oublier que l'histoire ne se fait pas avec des idées, mais dans cette confrontation, appropriation, rejet d'idées par des expériences positives comme des expériences négatives. Pourquoi, par exemple, Alexis de Tocqueville est encore d'actualité? Parce que c'est un des pères fondateurs du libéralisme et depuis toujours, il est dans son temps. Ce qu'il a dit dans La démocratie en Amérique, c'est ce qui se fait, c'est ce qui a lieu, c'est ce qui advient. Et tout ce qu'il a expliqué, par exemple, à propos des utopies ou des inégalités inévitables, il l'a dit de manière explicite, et on a fait l'école en Occident à partir de là. Jamais, dit-il, on apprendra aux prolétaires, au peuple, au même titre que l'aristocrate ou le bourgeois, la même chose. Tout simplement parce que le peuple travaille, il n'a pas le temps. Donc, on a transformé cette inégalité sociale en inégalité de nature. Comment expliquer autrement cette distance immense entre les
les droits civiques à donner aux femmes et aux hommes, 1848-1944. Enfin, ça paraît en France totalement invraisemblable. Et pourtant, c'est-à-dire ce processus d'inégalité qui a été mis en œuvre, c'est aussi, si vous voulez, chez les historiens comme chez beaucoup, on oublie tout le temps la confrontation entre l'idée et la mise en œuvre et la critique de cette mise en œuvre. C'est tout ça l'histoire et c'est ça l'historicité. Et si on confronte les différents sens donnés aux mots à cette époque-là, donnés aux idées, on s'aperçoit qu'effectivement, les événements advenus sont absolument infimes par rapport à tout ce qu'il était possible de concevoir à un moment donné dans l'historicité de son émergence, de son avènement. Merci. Bon, je suis sûr qu'il y a encore plein de questions, mais l'heure tourne. Merci pour cet exposé.